Chaque lundi à 13h30 en direct dans Smart Bourse sur Bismart, nous retrouvons Alexandre Baradez, le plan de trading de Smart Bourse, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour Édouard. Merci d'être avec nous. Commentaire général, on reviendra en détail sur la séquence Banque Centrale avec notre invité suivant, François Cabot, qui est à nos côtés en plateau également, économiste senior zone euro chez AXA IM. Mais Alexandre, un mot effectivement quand même. Les chiens à bois, la caravane passe. C'est-à-dire que, quoi que disent les banquiers centraux, après ce qui a été déclaré par Jérôme Powell mercredi dernier, plus rien d'impact sur les marchés. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. C'est vraiment ça. Le capitaine a parlé et le marché donc est convaincu que, puisqu'il l'a dit, ce sera ainsi. Et c'est vrai qu'on surveillait les premiers éléments qu'on surveillait après Powell, c'est est-ce que finalement les autres speakers, les speakers suivants après cette période de blackout, allaient abonder dans ce sens-là et même étayer les propos de Jérôme Powell ou pas. Et c'est vrai qu'on a quand même eu des propos, même venant de l'aile la plus colombe de la Fed, je pense à Bostic notamment, lui parle de 2 baisses de taux et plutôt second semestre, alors que les anticipations de la Fed, c'est 3 baisses, qui sont déjà elles-mêmes largement en dessous des anticipations de marché, qui sont d'à peu près 6 baisses de taux, et dès le mois de mars. Donc il y a effectivement à la fois des éléments de première baisse de taux qui ne sont pas calés entre les discours de la Fed et le marché, et puis la quantité le volume global de baisse de taux sur l'ensemble de l'année, et pour autant, vous l'avez dit, le chien à bois, la caravane passe, c'est-à-dire que le marché est absolument perturbable dans ce schéma-là, au point que les multiples de valorisation, si on regarde un petit peu finalement la cherté du marché, est-ce qu'il est cher, pas cher par rapport aux repères historiques. Le SP500 aujourd'hui, on peut forward, donc les anticipations de bénéfices, on revient dans des zones un peu de la 19, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la moyenne 10 ans, au-dessus de la moyenne 5 ans, et on revient dans la zone qui était considérée comme un début de zone de cherté post-Covid. C'est à partir de là, de cette zone 19,5 presque 20, qu'on est passé dans la partie chère. Donc on arrive à revenir dans des zones de cherté. Certes, l'obligataire y contribue, mais on a l'impression que pour le marché, ça y contribue presque autant que lorsque l'on était dans des phases de baisse de taux à zéro avec un quantitative easing pleine balle. Donc, ça soulève comme des questions par rapport à la cherté relative par rapport au taux, dans un contexte aussi où les analystes de marché, les analystes d'entreprise aux États-Unis, fin septembre, ils estimaient que les résultats du T4, ça va être plus 8% pour les bénéfices. Et octobre, novembre, ça a été dégradé. Désormais, on sur un peu plus de 2% de rebond des bénéfices en year-to-year au T4. Donc, si effectivement la Fed est vraiment en train de pivoter, parce que Jérôme Powell craint l'aspect un peu récessif et change de ton, est-ce qu'à un moment donné, cet aspect un peu macro et donc micro aussi, qu'on commence à voir réajuster dans les anticipations de bénéfices, il y a toujours une progression attendue, mais un peu moins forte. Est-ce que ça ne doit pas un peu caper du coup ce mouvement-là et du coup éviter que cette cherté ne se prolonge, parce que les taux, oui, sont beaucoup détendus, plus de 100 points de base, mais ils sont quand même toujours, les taux courts, c'est toujours du 4% et quelques. Donc, c'est pas non plus, on n'a pas un pivot où on bascule à nouveau sur un schéma archi-dovish ou autre. C'est 3 baisses de taux, même pricées par la Fed. Je rappelle que, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'en 2022, elle montait ses taux à coût de 75 points de base par réunion. Là, c'est ce qu'on anticipe comme l'ensemble des baisses de toute l'année prochaine. Donc, voilà, il y a peut-être un juste milieu, un petit peu de nuance qui, moi, ne me ferait pas de mal par rapport au marché, qu'on essaie d'apporter, mais le marché est vraiment radical dans ses mouvements et c'est dur d'aller contre. Ouais, c'est ça, parce que la question, c'est ce qu'on observe là. Est-ce que c'est plus probablement l'exagération d'une fin de mouvement de marché, ou est-ce que ça peut être le début, partant de sommet historique, d'un nouveau mouvement de marché? Quand je dis mouvement, c'est quelque chose de long, avec de l'amplitude devant nous pour des mois, des trimestres, peut-être. Oui. Alors, moi, je pense quand même que tout dépend de l'échelle de temps qu'on prend, mais je pense quand même que c'est une rupture. C'est-à-dire que ce mouvement qu'on observe depuis un mois et demi, ça fait partie du scénario qu'on avait en décrivant le Covid comme l'épicentre. Un choc massif, exagération post-Covid qu'on corrige beaucoup en 2022, réexagération post-réouverture Chine qu'on corrige encore un petit peu pendant quelques mois, et on se stabilise. Sauf que moi, je le voyais et je le vois toujours comme une phase intermédiaire avant réellement le prochain bull market. Mais je pense que c'est quand même la première vague un petit peu du prochain rallye. Mais par contre, je serais surpris, par exemple, que nous ayons une cadence comme celle qu'on a observée 2017, 2018. Vous voyez, cette phase vraiment haussière où le marché ne respirait quasiment pas, où il a fallu attendre un stress en 2018 pour que le marché corrige. Je suis moins certain qu'on ait affaire à ça par rapport à ce qu'on va nous dire sur l'aspect taux, l'aspect inflation qui persiste quand même, etc. Il y a quand même des challenges qui ne sont pas résolus à ce stade. Ce qui est dingue, c'est que le mouvement
moment qu'on vit, on le vit à peu près à la même époque qu'il y a un peu plus d'un an. Maintenant, un an, c'était fin septembre 2022, le déclenchement du rallye européen notamment, où on avait repris 30%, mais partant de niveau de décote, de valorisation et de niveau de prix qui n'étaient pas du tout ceux qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça, il y a un des risques que l'on a, et c'était pointé, alors c'est une attaque qui était très frontale, l'ancienne patronne de la FDIC, donc, qui est l'agence qui supervise la partie des dépôts bancaires aux États-Unis, elle était en poste à l'époque de la crise des subprimes, et là, elle a attaqué Powell frontalement en qualifiant ses propos d'irresponsablement accommodants, capable de déclencher une vague d'exubérance irrationnelle, pour reprendre ces termes. Et elle estime qu'effectivement, il doit plutôt apprivoiser le marché et ne pas aller dans son sens. Donc, on sent quand même que c'est une position qui est pas simple. Et est-ce que Powell a finalement fait plus blanc que blanc, c'est dur à dire. Seulement, un seul élément moi, qui me perturbe un petit peu, c'est que autant pendant un mois et demi, on a eu de la macro américaine qui a déçu, et c'est ça qui a déclenché la détente de l'obligataire, la première partie du rallye. Sauf que depuis 10-15 jours, on a des choses qui sont un peu plus résilientes à nouveau. L'emploi, l'ISM service, les ventes au détail, par exemple. Et on voit que la Fed d'Atlanta a relevé sa prévision de croissance de 1,2 à 2,6, 2,7 quasiment. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas cette résilience qui ne devrait pas apparaître un peu sur les taux, du coup, un petit peu de rebond un peu sur les taux, et du coup des marchés actions qui consolideraient. Bon, alors pour illustrer effectivement la danse des marchés, vous nous avez amené le graphique du Dow Jones qui montre bien là aussi cet aspect un peu vertical de la hausse qu'on connaît depuis 2 mois maintenant. Oui, alors c'est vrai que là j'essaie d'avoir une approche presque quasiment que graphique là, parce que la macro on en parle un petit peu. Le Dow, si on regarde le pattern presque sur un an, en fait, on a eu un gros canal de consolidation qui était très sain d'ailleurs. Sommet 2022, on corrige, un beau canal. Graphiquement, ce genre de pattern, quand on en sort par le haut, vous projetez la hauteur du canal, donc ça donne un objectif qui est la zone des 40 000 points. Donc, si on a le scénario 2017-2018 et ce rallye, on va à 40 000 dans la phase actuelle. Moi, je verrais d'abord de manière plus saine et pour dégonfler un peu ces multiples sans les écraser, revenir un peu dans le canal d'abord. C'est une espèce de fausse sortie, on va un peu vite, on voit que certains membres de la Fed font un peu le service après-vente, essaient de repousser un peu les anticipations de marché. Donc moi je verrais bien quelque chose qui correspondrait bien aux questions de valo, aux questions de rhétorique, réintégrer un peu ce canal pendant quelques semaines, voire quelques mois, et seulement après en sortir quand il y aura un pivot effectif, quand on a 3-4 mois de chiffre d'inflation supplémentaire qui viennent conforter le scénario de la Fed à ce moment-là. Donc je dirais que si on est sur une phase de grosse poussée, il y a un peu euphorique, c'est 40 000. L'aspect plus nuancé, que j'espère voir arriver, ce serait plutôt la consolidation, donc de réintégration de ce canal et rester quelque temps entre 33 et 37 000. Voilà. Mais graphiquement, c'est sûr que de se dire actuellement on joue une réintégration ou autre, il y a un train qui est parti, on ne peut pas dire on laisse partir non plus si on a une vision un peu moyen terme des choses. Il faut quand même considérer que le CAC, le DAX ou autre sont en train de partir pour quelque chose. C'est une vision plus court terme, market timing, ce qui est toujours plus dur. Est-ce qu'il faut se précipiter, courir à 37 000 dans le marché ou 37 500, je suis un peu moins sûr. Je serais plus confortable avec un retour dans le canal. Si on regarde à l'inverse des marchés actions développés, des marchés qui n'ont pas fait grand-chose, voire qui ont souffert encore cette année, ce sont les marchés émergents. Est-ce que l'idée d'un pivot, alors au-delà de la discussion sur le timing, le quantum, l'ampleur du pivot de la Fed, est-ce que ça apporte quand même un peu de soulagement peut-être pour ces actifs-là émergents? Oui, et d'ailleurs ça conforte, c'est un peu comme pour les small cap américaines, finalement on attendait un peu ce top départ de la fin du mouvement vraiment dans le dur. Une épée de Damoclès qui s'enlève. Exactement. Donc on sent bien que le plafond sur les taux, etc., c'est ce qu'il fallait pour que ça reparte. Donc le MSCI, il n'est pas dépendant que du dollar et des taux, mais il est quand même dépendant du dollar et des taux. Il y a une énorme pondération de la Chine, évidemment, là-dedans, donc il continue de peser, alors que d'autres pays auraient pu contribuer beaucoup plus fortement selon les pondérations. Mais on a quand même ce sentiment, vous voyez, même graphiquement, quand vous dézoomez ça sur une quinzaine d'années, il y a d'énormes zones techniques, vraiment une convergence. Et d'ailleurs, on voit que c'est cette convergence qui a aussi fait qu'il y a des questions de multiples aussi, de politique, de la Chine, etc. Mais tout converge, c'est-à-dire que le stress de la Chine vient déboucher sur cette phase de chute, le stress, le mouvement erratique de la Chine, la Russie, etc., et qu'on est supporté par une zone technique. Dans un environnement où les taux se détendent, le dollar se détend, où la Chine fait de la relance très progressive, mais fait quand même de la relance. Semaine dernière, plus grosse injection de liquidité sur des prêts à 12 mois aux banques. Donc ça se cumule, c'est pas le bazooka, mais tous les mois, on a droit à quelque chose et ça stabilise un peu le marché. Les PMI d'activité se redressent un tout petit peu en Chine. La balance commerciale est un petit peu meilleure sur la partie exportation. Donc, quand même ce sentiment que le bottom est bien là, sachant qu'il n'y a pas que la Chine, mais si en plus la Chine commence à se stabiliser un peu, je pense que ça reste, on le disait déjà il y a quelques mois de ça, mais je continue de penser que c'est une bonne zone pour rentrer, progressivement, mais c'est une zone support. Voilà, pour moi, je vois vraiment une zone support plutôt qu'une zone à risque en dessous de laquelle on passerait. Bon,
bon, on verra effectivement, hein, mais ça fait partie des options peut-être intéressantes. Vous citiez les small caps, ces classes d'actifs, ces segments de marché sont peut-être des options intéressantes pour 2024 et sortir un peu du magnifique marché américain, des 7 magnifiques, etc., qui ont été quand même encore les stars. Nasdaq prend quoi, 40% cette année, c'est ça, hein, voilà. Non, mais juste, c'est vrai, bon, et puis les devises, là aussi, effectivement, du coup, des mouvements de devises quand même qui se raniment un petit peu. On a vu la détente du dollar qui se retrouve sur plusieurs grandes parités face au yen, face au sterling, face à l'euro également, Alexandre. Oui, c'est ça. C'est ce moment qu'on a bien vu arriver en 0,5. On disait c'est plutôt un support qu'à jouer en cassure. Donc, il faut plutôt jouer l'achat à 0,5 et ça a plutôt bien payé. Mais pour être honnête, ça a payé un peu plus vite qu'on ne le pensait. De la manière qu'on a un peu sous-estimé le rallye, on pensait voir ça sur l'eurodoll, mais peut-être un bottom, une façon de repartir un peu plus lente. Dans cette optique que les taux allaient bien baisser, mais peut-être à horizon plus moyen terme quand même. Donc, ça paye, mais un peu par chance, il faut quand même le dire, mais ça paye bien. Le mouvement suivant, je ne vois pas vraiment de raison comme on le disait à l'époque, de rebasculer vers la parité ou en dessous. La seule chose qui pourrait faire ça, c'est si effectivement, c'est peut-être un risque, mais que la BCE tire des cartouches avant que la Fed ne le fasse, mais j'ai du mal à croire qu'il n'y ait quand même pas un peu de synchro à un moment donné, parce que l'économie en zone euro, à ce moment-là, le marché se dirait, l'économie est beaucoup plus dégradée, donc poids à la baisse pour l'eurodoll, la BCE bouge avant, ça impacte les niveaux de rendement, donc hop, l'euro repart un peu plus fortement à la baisse, et si en plus ça crée un peu de volatilité dans le marché action, il y aurait un peu le côté valeur refuge dollar aussi qui arriverait. Donc ce serait le pire mouvement pour l'eurodoll, mais je n'ai pas l'impression que ce soit probable de voir ça dans les mois qui viennent. Donc, plutôt l'impression qu'on peut stagner un peu entre 1,05 et 1,10, mais in fine, pour un moment quand même de reprise, si on parle de détente des taux qui peut-être un peu rapide, mais qui ensuite sera quand même bien réel, parce que l'inflation va finir par arriver à 2. Je ne vois pas de raison d'être short structurellement eurodoll, un peu de faiblesse de l'Europe, etc. toujours, mais plutôt donc collatéraliser pour ensuite repartir un peu. Et c'est pareil pour tous les cross-dollars, la livre-doll, dollar australien, dollar américain. Sentiment que le push qu'on avait en 2022 sur le dollar, c'était vraiment le moteur unique, quoi. Les taux qui montent, le dollar, c'était consensuel à mort. Là, désormais, il y a un peu plus de nuances, il y a un peu plus voilà. Donc, je pense que cette nuance, elle peut plutôt porter l'euro par rapport au dollar, mais je ne serais pas étonné qu'on s'ennuie un peu entre 1,05 et 1,10 quelque temps encore. Il ne faut peut-être pas enterrer la consolidation trop tôt. Il est possible que ça bouge encore un petit peu latéralement. Et on le rappelle, de s'ennuyer un peu sur les grandes parités de devises pour l'économie mondiale, c'est plutôt bien. Enfin, c'est le genre de... Voilà, les niveaux comptent, mais ce qui compte aussi beaucoup, c'est la volatilité pour les agents économiques, les entreprises, les ménages, etc. Oui, donc, puis ça, cette période un peu d'années folles qu'on avait connues en 2000 avec des moments de Solforex absolument délirants, c'est un peu moins vrai depuis quelques années. Il y a des thèmes comme ça, un peu de 1 an et demi, 2 ans de temps en temps, mais c'est vrai que c'est la volatilité globale, le marché d'échange, c'est pas ce qu'on a connu à une époque, il y a 15 ou 20 ans, où là c'était vraiment prêt à débrider. Merci beaucoup Alexandre, merci pour ce plan de trading, ces horizons que vous nous apportez et les enjeux techniques de marché au lendemain de l'échéance. On rappelle, vendredi dernier était la dernière échéance, l'échéance trimestrielle de cette fin d'année 2023 et des séances de trading encore à suivre quand même jusqu'au bout après le discours des banquiers centraux la semaine dernière. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, avec nous pour le plan de trading de Smart Bourse.